Midi King sur e-radio, c'est l'heure du journal. Au sommaire de cette édition, les derniers hommages de la presse sénégalaise à Sidi Lamine Niasse. Le PDG du groupe Walfadjri sera inhumé cet après-midi à Yoff alors que Léona Niassène préparait son enterrement auprès de son père à Kaolack. Des talibés Niassène ne voulaient pas que leur guide repose à Dakar. En tout cas, le porte-parole de la famille religieuse de Léona Niassène demeure convaincu que Sidi Lamine Niasse sera inhumé à Kaolack. Nous serons en ligne dans ce midi avec notre envoyé spécial à Léona Niassène, Seydina Abagay. L'usine de dessalement de l'eau de mer des Mamelles, un danger. Elle va détruire l'écosystème et faire baisser la reproduction des espèces halieutiques. Ce sont l'environnementaliste Mamadou Bassirou Diallo. Les députés portent la voix des impactés du TER et réclament leur indemnisation face au ministre des Transports routiers qui défend son budget. Ils ont aussi demandé le renouvellement du parc automobile. Le volontariat n'attire pas beaucoup de jeunes qui pensent plus aux activités génératrices de revenus. La majorité de ceux que e-radio a interrogés ne s'en cachent pas du tout. Ce 5 décembre est célébrée la journée du volontariat. Actualité internationale, Ali Bongo va mieux après avoir reçu le roi Mohamed VI. Il a rencontré à Rabat le vice-président et le premier ministre gabonais. Toutefois, l'opposition et la société civile ne sont pas convaincus qu'Ali Bongo ait encore toutes ses facultés pour gouverner le pays. À suivre la page des sports avec Aïssa Tendiach et en fin d'édition, de 19, le journal de la présidentielle en rediffusion. Bienvenue à toutes et à tous. Au micro, Antoine Diouf, à la technique Alun Diassé. Fin de mission sur terre pour le président directeur général du groupe Walfadjri. Sidi Lamine Niasse, décédé hier, sera inhumé cet après-midi au cimetière musulman de Yoff. Mais auparavant, la cérémonie de levée de corps est prévue à 15h à l'hôpital principal. Sidi Lamine Niasse, natif de Kaolack et guide religieux à Léona Niassène, de fortes raisons pour que les talibés Niassène s'attendent qu'il soit inhumé dans la cité religieuse qui est Léona auprès de son père, ce qui ne sera pas le cas finalement. Sur place, on avait déjà préparé l'enterrement, mais tout a changé. Seydina Abagay, vous êtes à Léona Niassène, bonjour. Bonjour Antoine. Alors, c'est quoi la situation sur place? La situation sur place, c'est des dizaines de talibés venus d'un peu partout du Sénégal qui s'étaient retrouvés très tôt pour participer justement à l'enterrement de Sidi Lamine Niasse parce que tout le monde pensait qu'il allait être inhumé à Léona Niassène auprès de son père ou au moins auprès de son grand frère qu'il a initié au Coran et à toutes les pratiques religieuses. Mais la surprise a été grande ici quand l'annonce de son inhumation à Dakar a été rendue publique. Tout à l'heure, la famille et les dignitaires de Léona Niassène se sont réunis. À leur sortie, il y a moins de 10 minutes, le porte-parole, Cheikh Ahmed Babacar Niasse, a dit que jusqu'à présent, la famille de Léona Niassène et la famille de Medina Baye étaient en train de faire leur possible pour que Sidi Lamine soit inhumé ici à Kaolack. Parce que, dit-il, si Sidi Lamine est inhumé à Dakar, il sera le premier de la famille Niassène à être inhumé hors de Kaolack. Ce qui, pour eux, ne serait pas une chose qui serait vraiment une bonne chose. Maintenant, eux, ils sont en train de faire leur possible pour que Sidi Lamine, pour que la famille et les enfants de Sidi Lamine changent d'avis et qu'ils acceptent qu'il soit inhumé à Kaolack. Tout à l'heure, juste après la fin de la réunion, il y a une quinzaine de minutes, il y a une délégation qui est partie à Dakar et cette délégation-là a en charge de tenter de décanter cette situation-là pour que Sidi Lamine puisse être inhumé à Kaolack, Antoine. Seydina Abagay, merci à suivre tout cela. La levée de corps aura lieu à 15h cet après-midi. Le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, procède aujourd'hui au lancement du projet de l'université islamique de Touba. Ce sera en présence des autorités, des ambassadeurs et de différentes familles religieuses. La galère se poursuit pour les étudiants de l'université de Thiès dont les restaurants sont fermés. Les étudiants accusent les responsables du centre des œuvres universitaires de mauvaise gestion, ce qui, à leurs yeux, est la source de la situation actuelle qu'ils subissent. Pour se restaurer, ils sont presque obligés de mendier. Reportage à l'université de Thiès, Isidore Alexandre Sen.
Jusqu'à ce mercredi, les étudiants de l'université de Thiès ont fait le madial pour assurer le repas de midi. Baba Gueye, adjoint au président de la commission sociale de l'université. Cela fait 16 jours qu'on a vraiment souffert entre nous parce qu'on a beaucoup fait pour avoir de la nourriture. Comme le président vient de dire, on a fait des madials, nous sommes allés voir les autorités pour leur demander de nous aider et les bienfaisants aussi nous ont bien reçus pour nous aider. Pour en avoir le cœur net, nous nous sommes rendus dans l'un des restaurants ici. 4 femmes s'affairent aux préparatifs du repas. La commission sociale pointe du doigt le directeur du centre des œuvres universitaires de Thiès. Il était en train de faire ce qu'il voulait faire. Il faisait de la politique. Nous, en tant que des délégués, en tant que des étudiants responsables, nous sommes restés là pour aider nos camarades. Parce qu'il a mal géré les ressources. Il fait de la politique pour gaspiller de l'argent. Ils ont reçu 1 milliard, comme les autres. 3 mois, 20 jours, il nous a dit que maintenant il n'a rien. Toutefois, une lueur d'espoir se profile. C'est ce que les autorités viennent de nous dire. Ils nous ont dit que demain, les restaurants, on va ouvrir les restaurants. À l'université de Thiès, les conditions d'existence des étudiants sont peu enviables. Au centre de santé, par exemple. Actuellement, allez voir, il n'y a aucun médicament. Aucun médicament, je vous le dis. Moi, regardez, moi-même, je suis blessé, mais j'ai obligé d'aller en ville pour acheter des médicaments. En attendant l'ouverture des restaurants ce jeudi, la solidarité estudiantine est le seul moyen pour tromper la faim des uns et des autres. Isidore Alexandre Sen, Thiès, iRadio. Les conséquences de la malnutrition sur les économies africaines sont énormes. La Banque africaine de développement fait état d'une perte de capitaux estimée à 14 500 milliards de francs CFA. Et en ce qui concerne le Sénégal, chaque année, il subit de plein fouet les conséquences de la malnutrition. Des régions comme Matam, très souvent, font face à des crises alimentaires. Des experts en économie suggèrent une agriculture vivrière accrue, bien sûr, pour réduire les dégâts. Oumou Kalsoumba. En dépit des problèmes de santé liés à la malnutrition, cette pathologie engendre des conséquences négatives sur l'économie. D'ailleurs, la division sécurité et nutrition de la Banque africaine de développement avance qu'elle fait perdre à l'Afrique chaque année environ 14 milliards 500 millions de francs CFA. L'économiste Meissa Babou, d'accord avec la BAD, et estime que le Sénégal est concerné, car dans le nord du pays, la crise alimentaire fait des ravages. Le Sénégal, depuis 3 ans, est déclaré à chaque fois pays à risque, surtout dans les zones comme Matam, où les gens n'ont pas une activité qui les permette d'avoir un revenu conséquent. Les hommes, en fait, constituent un facteur déterminant dans la production et la productivité. C'est pourquoi, dans les politiques, vous entendez dire qu'il faut booster le capital humain. Ce capital humain, il est fait de formation, il est fait de santé, mais il est aussi fait de nourriture. La malnutrition est un facteur qui détruit en partie un facteur de production, qui est en fait la ressource humaine. L'enseignant-chercheur à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar propose comme solution idoine la promotion de l'agriculture vivrière. L'une des politiques à mettre en place très rapidement, c'est quand même de booster notre agriculture vers non plus une agriculture de rente comme l'arachide à vendre, mais beaucoup plus vers une agriculture vivrière, ce qui nous permettrait quand même d'être dans la sécurité alimentaire à défaut d'être dans une autonomie totale. Pour faire face à la malnutrition à l'échelle continentale, la BAD annonce un plan nutritionnel dans les domaines de la santé et de l'agriculture. Au même moment, au Sénégal, le ministère de l'Agriculture lance un programme d'adaptation. Objectif, pallier le déficit pluviométrique dans les régions de Matam, Thiès et Saint-Louis. Le coût du projet est estimé à 7 milliards de francs CFA. Oumou Kalsoumba, la Fédération sénégalaise des personnes handicapées organise depuis hier une série de rencontres avec les différents candidats des partis politiques. C'est pour les écouter et leur faire prendre des engagements dans le cadre de la présidentielle de 2019. Engagements qui tiendront compte des préoccupations des personnes vivant avec un handicap. Pour plus de détails, voici les explications de Yatma Fall, le président de la Fédération sénégalaise des personnes handicapées. Ces propos sont recueillis par Aminata Ndiaye Sarr. Ce que nous organisons depuis hier, c'est-à-dire les 4 et 5 décembre, c'est de soumettre aux différents candidats à la prochaine élection présidentielle, aux partis politiques, un document d'engagement dans lequel ils vont nous dire la place qu'ils vont réserver au handicap dans leur offre politique et dans leur
programme de gouvernement en cas de victoire. Toutes les initiatives de développement qui sont prises doivent être des initiatives inclusives et inclusives du handicap. Aujourd'hui, nous sommes dans un système électoral qui n'est pas toujours inclusif. Il y a, lors de la dernière élection législative, nous avons fait une observation, nous avons fait un audit des lieux de vote, vu qu'il y a eu beaucoup d'obstacles à une bonne participation des personnes handicapées aux élections. Les khalifistes dirigés par Moussa Taye sont aussi passés, ils ont signé pour le compte du candidat Khalifa Sall. Monsieur Abdoul Mbaye est passé personnellement, il a signé pour son compte et pour le compte de son parti. Monsieur Pape Diop aussi s'est fait représenter, ils ont signé pour le compte de Bokk Gis Gis et du candidat Pape Diop. Aujourd'hui, nous attendons Idrissa Seck, nous attendons Ousmane Sonko, nous attendons le représentant de la majorité présidentielle, probablement le Premier ministre qui est responsable du pôle programme, ou Madame Aminata Touré qui est responsable du pôle parrainage, pour qu'ils viennent signer au nom et pour le compte du candidat Macky Sall. Nous attendons aussi Monsieur Issa Sall du PUR et d'autres responsables qui se sont signalés. C'est pourquoi on est là, on les attend pour qu'ils viennent nous dire ce que nous allons faire désormais prendra en compte le handicap. En plus bref, Aïda Mbaké devrait faire face au parquet aujourd'hui. Cette dame qui a brûlé vif son époux a bénéficié d'un retour de parquet hier. Tout ne sera pas positif avec l'usine de dessalement de l'eau de mer des Mamelles dont les travaux seront lancés en mars 2019 pour un coût global de 137 milliards. En fait, l'environnementaliste interrogé par iRadio soutient que cette usine va détruire l'écosystème et faire baisser la reproduction des espèces de poissons. Aminata Ndong. L'installation d'une usine de dessalement, un moyen pour favoriser la saumure, selon Mamadou Bassirou Diallo, environnementaliste, spécialiste en biomarine. Il y aura des conséquences sur l'environnement, parce que vous savez que l'installation d'une usine de dessalement a beaucoup d'énergie et que ces rejets du sel au niveau de la mer va pousser à l'émanation des saumures et que les saumures détruisent l'écosystème marin. Une destruction de l'écosystème qui va impacter négativement la reproduction des espèces. Les zones de reproduction, c'est les mangroves, c'est les zones rocheuses et les herbiers. Et que vous savez que les poissons, ils ont besoin de luminosité. Il faut qu'ils s'approchent de la côte pour pouvoir reproduire et avoir de la lumière et vivre au niveau de la côte. Donc au niveau de cette reproduction, ça va détruire uniquement l'écosystème. Quand il n'y a pas d'écosystème, il n'y aura pas d'espèces. Ça veut dire qu'ils vont détruire tous les premiers maillons de la chaîne alimentaire qui se trouvent au niveau de ce littoral, qui est une zone rocheuse, qui est une zone de reproduction, de refuge de certaines espèces benthiques au niveau du littoral sénégalais. D'un coût de 135 milliards de francs CFA, le projet d'unité de dessalement des Mamelles, une menace écologique et sociale, selon des experts environnementaux. Indemnisation des impactés du TER et renouvellement du parc automobile, ces deux questions, comme d'autres, ont été posées ce matin au ministre des Transports routiers. Abdoulaye Daouda Diallo défend à l'instant son budget à l'Assemblée nationale. Un budget qui a connu une hausse cette année en direct de l'hémicycle Baba Ndiaye. Les préoccupations formulées en endroit du ministre tournent sur le développement des infrastructures, le désenclavement, les exigences de modernisation, la mobilité urbaine, la sécurité des systèmes de transport. Les parlementaires ont signalé l'absence de ralentisseurs, facteur d'accident selon leurs mots. De même doléance a été formulée pour Diamniadio sur l'axe Kaolack-Mirkilan où beaucoup d'accidents de gros porteurs avec des pertes en vies humaines ont été notés. La refonte du parc des véhicules de transport en commun est aussi abordée et de procéder à une élimination progressive des cars rapides et Ndiaganiaï en circulation. Le problème des bouchons est aussi abordé. Le dédommagement toujours attendu des populations de Anne Park affectées par le TER. Le mode de gestion retenu par les deux États concernant le pont de Faré-Peigné, la non-application de l'arrêt d'interdiction de circulation des camions aux heures de pointe à Dakar est aussi soulevé. Abdoulaye Daouda Diallo a reçu beaucoup de félicitations après les réalisations faites dans son secteur. Le projet de budget du ministère des Infrastructures, des Transports terrestres, du désenclavement est arrêté pour la gestion 2019 à plus de 238 milliards de francs CFA contre 214 milliards de francs CFA en 2018, soit une hausse de plus de 24 milliards de francs CFA. Baba Ndiaye, merci. Vous suivez le journal sur iRadio. Il est midi 15 minutes. Vous écoutez iRadio
sur la 90.3 FM Dakar. Tigo se met à l'heure de la 4G. L'opérateur de téléphonie casque 27 milliards de francs CFA pour obtenir le fameux pass. La cérémonie officielle de signature s'est déroulée hier dans les locaux de l'autorité de régulation des télécommunications et des postes. La société Saga Africa Holding, propriétaire de la marque, est appelée à mettre l'accent sur la qualité du réseau. Ousmane Gueye. De longues négociations qui ont fini par payer pour l'opérateur Tigo. À partir de ce mardi, c'est chose faite. La marque bleue tient sa 4G pour plusieurs milliards CFA. Abdou Karim Sall, directeur général de l'ARTP. Moi, je pense que ça doit être public. Ça doit être public. C'est la raison pour laquelle je peux vous dire que Tigo a casqué 27 milliards, dont 3 milliards pour l'aménagement ou les frais de réaménagement. Pour le spectre de la bande 2.6. Mais la 4G, à l'heure où Orange passe à la 4G+, pendant qu'ailleurs on parle de la 5, le directeur général de Tigo n'y voit pas de souci. Mastiam. Parler de retard est peut-être un peu exagéré dans la mesure où nous sommes aujourd'hui détenteurs d'une licence 3G qui nous permet d'accéder à l'ensemble des technologies et de donner aussi une expérience client valorisante. Il n'en demeure pas moins que la 4G demeure un pas de plus. Une chose est sûre, le nouvel acquéreur sera beaucoup attendu sur la qualité de service, prévient Abdou Karim Sall. Vous savez, on ne peut pas imposer à un opérateur d'avoir une couverture totale si dans sa convention de concession, c'est-à-dire dans ses cahiers de charges, il ne figure pas d'obligation de couverture. La Sonatel n'a jamais eu d'obligation de couverture dans son cahier de charges formel. Nous avons profité de la modification de la convention de concession des cahiers de charges pour introduire des obligations de couverture. C'est ce que nous avons fait également avec l'opérateur Tigo, que je félicite. La 4G, donc acquise, Tigo se prépare à connecter ses clients. Ousmane Gueye, la monnaie électronique a explosé ces dernières années en Afrique, contribuant fortement à corriger le faible taux de bancarisation. C'est le constat du directeur général de Sonatel. Sékou Dramé fait état de 135 services mobile money et plus de 122 millions de comptes actifs dans la zone Afrique subsaharienne en fin 2017. Il parle d'une bonne nouvelle pour les populations avec la démocratisation de l'accès au numérique. Il est au micro d'Ousmane Gueye. Le mobile money a joué un rôle prépondérant en donnant accès aux services financiers à des populations qui jusqu'à maintenant en étaient privées. À la fin de l'année 2017, nous avons plus de 135 services mobile money dans la zone Afrique subsaharienne et plus de 122 millions de comptes mobile money actifs. C'est dire que le mobile money est une réelle alternative, j'ai tendance à dire une réelle approche complémentaire au système bancaire traditionnel. Au Sénégal, le groupe Sonatel a contribué fortement au développement de l'inclusion financière et à la naissance de nouveaux business models avec les fintech. Et à travers l'ouverture de nos API, API SMS, API USSD, API Billing, Sonatel contribue de façon positive à l'essor de l'économie numérique et permet aux startups de développer des applications viables accessible au plus grand nombre via le mobile. Et en ouvrant donc nos assets à l'écosystème, nous permettons aux startups de simplifier les parcours clients et de générer plus facilement des revenus avec des moyens de paiement alternatifs et digitaux. Dernière tendance, nous assistons à une modification des habitudes de consommation avec une population jeune et de plus en plus connectée. Aujourd'hui, les millennials ne regardent plus la télévision, mais font du streaming. La musique ne se consomme plus avec des CD ou des cassettes, mais de façon illimitée via des applications. Les étudiants ont accès à des milliers de contenus didactiques avec les MOOC et les applications en ligne. Sékou Dramé s'exprimait à l'ouverture officielle du Dakar Digital Show, présidé par le ministre des Télécommunications. L'événement se poursuit aujourd'hui et demain aux Almadies. La suite de ce journal, c'est dans un instant. L'actualité internationale sur e-Radio. Présenté par Bokar Alpha Khan. Bonjour Bokar. Bonjour Antoine. Ali Bongo va mieux, c'est le message officiel transmis par une délégation gabonaise venue lui rendre visite à Rabat. Oui, une délégation conduite par le vice-président de la République gabonaise, Pierre Claver Maganga Moussavou, en compagnie du Premier ministre Emmanuel Issozé Ngondé. Les deux hommes sont venus s'enquérir de l'état de santé du président gabonais. Je vous propose d'écouter Pierre Claver Maganga Moussavou à la sortie de son entrevue avec Ali Bongo. Je voudrais, au nom du Premier ministre et à mon nom personnel, d'abord glorifier Dieu
pour ce que notre chef d'État est en train de recouvrer sa santé. Et je voudrais aussi profiter de cette occasion pour remercier Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, pour tout ce qu'il fait pour son frère, pour notre président, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Nous pouvons dire que tout se passe bien et nous espérons que nous, à notre niveau, nous serons à la hauteur pour montrer au monde entier la continuité de l'État. Et notre loyauté vis-à-vis du président de la République doit se manifester par notre ardeur au travail, par notre détermination, pour lui laisser le temps de recouvrer correctement sa santé avant de nous retrouver. En tout cas, c'est l'engagement que je prends et je peux témoigner auprès du peuple gabonais que notre président est bien en vie et que sa rééducation se fait correctement. Et nous souhaiterons et nous implorons le Tout-Puissant pour que ça se passe très vite et qu'il rejoigne son pays le plus rapidement possible. Alors Antoine, l'opposition gabonaise pour sa part émet des réserves quant aux capacités intellectuelles du président Bongo. Il a été vu il y a quelques jours dans une vidéo recevant Sa Majesté le roi Mohamed VI avant d'accueillir hier une haute délégation donc de l'État gabonais. Là aussi, une vidéo montre la rencontre, sauf que cela ne suffit pas pour lever les doutes de l'opposition qui se pose une question simple. Ali Bongo est-il encore capable de gouverner? L'activiste de la société civile Marc Ona en doute, alors que Jean Ping devrait se prononcer sur la question aujourd'hui lors d'une conférence de presse. En attendant, ce que les Gabonais attendent, c'est de voir par exemple le président Bongo s'adresser à la nation. En est-il capable? C'est cela la question. Très bien. En République démocratique du Congo, le Front commun pour le Congo accusé d'utiliser les moyens de l'État pour battre campagne. Alors, les meetings du FCC, du candidat Emmanuel Ramazani Chadari, tournent à la démonstration de force sur le plan de la logistique. Véhicules, bus, camions, scènes, sonos, t-shirts, etc. On ne se refuse rien au Front commun pour le Congo, la coalition du pouvoir. Lambert Mende, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement congolais, rejette les accusations de détournement des moyens de l'État et justifie la provenance des fonds de campagne. Nous l'écoutons. Le Front commun pour le Congo est une entité de nature tout à fait privée, comme le sont les partis politiques qui le composent. Mais le Front commun pour le Congo, c'est plusieurs centaines de partis politiques, c'est plusieurs associations, c'est plusieurs personnalités. Alors, nous avons mis à contribution une saine émulation entre les composantes du Front commun pour le Congo, chacune devant montrer aux autres la place qu'elle entend occuper au sein de cette structure qui fédère l'ensemble de ses forces. Et donc c'est chaque parti avec ses moyens, moi mon parti avec les cotisations que nous faisons, je sais que je me souviens que le président de mon parti, puisque j'ai pas le droit de gérer les fonds de mon parti étant ministre, M. Omer Mouswanza a signé un chèque vendredi pour libérer plus de $7 000 pour louer des véhicules. C'est pas des véhicules de l'État, c'est des véhicules d'une société de transport qui s'appelle Transco. Je peux même vous donner le montant. C'est entre 300 petits bus à 500 ou $600 grands bus, d'après les explications que mon ami Omer nous a données. Et nous avons loué 15 bus sur nos fonds parce que nous cotisons. En Algérie, une grippe aiguë empêche le président Bouteflika de recevoir le prince héritier saoudien. Oui, c'est vrai, c'est une visite qui est passée presque inaperçue dans l'actualité internationale africaine. L'état de santé du président Bouteflika fait l'objet de nombreuses spéculations depuis qu'il a été victime en 2013 d'un AVC qui a considérablement réduit sa mobilité et son élocution. Contrairement à ce qui a été prévu, donc le président algérien Abdelaziz Bouteflika, souffrant, n'a pu recevoir le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman en visite à Alger. Arrivé la veille au soir, MBS a quitté lundi la capitale algérienne à l'issue d'une visite à l'écart des projecteurs et de la presse. Sahara occidental, le Maroc et le Polisario se rencontrent à Genève.
Horst Köhler, l'émissaire de l'ONU au Sahara occidental, organise une table ronde aujourd'hui et demain avec le Maroc et le Front Polisario. L'Algérie et la Mauritanie vont également prendre part à la rencontre avec l'espoir de relancer les négociations au point mort depuis 2012. Dans sa lettre d'invitation, Horst Köhler souligne qu'il est temps d'ouvrir un nouveau chapitre dans le processus politique. L'envoyé spécial est décidé à trouver une solution pour ce dernier territoire du continent africain en attente d'un statut post-colonial. Merci Bokara Alpha Khan pour cette page internationale. La suite de ce journal, ce sera dans quelques instants avec Aïssata Ndiaye pour la page des sports. Le journal des sports de iRadio. Aïssata, bonjour. Bonjour Antoine, bonjour. On reparle de la victoire de Génération Foot qui s'est qualifiée pour le second tour de la Coupe CAF. Les Grenats se sont qualifiés au second tour en battant les Maliens du Djoliba par le score de 1-0 au match aller. Les deux équipes s'étaient quittées par un score nul et vierge. Une belle victoire selon Talafal, directeur de la communication de Génération Foot. Selon lui, les joueurs restent concentrés sur la prochaine rencontre contre le club marocain Agadir. Écoutons-le, ses propos sont recueillis par Migui Maram Ndiaye. On était confiants, on était confiants de nos joueurs et du staff. Et donc, je pense quand même qu'ils ont relevé ce défi. C'était de battre le Djoliba et prendre la qualification ici à Bamako. Mais l'étape suivante est la plus difficile, n'est-ce pas? C'est vrai qu'on vient de passer le premier tour, pas devant n'importe quelle équipe. Maintenant, c'est sûr qu'on va rencontrer une équipe maghrébine d'Agadir et qui était deuxième de son championnat. Donc, sachant que le championnat marocain est d'un très bon niveau et donc si Agadir a été second de son championnat, c'est pas pour rien. Et ben, de toute façon, un match de foot, c'est un match de foot, c'est 11 contre 11. Et nous, on a envie de franchir un palier. Et pour ça, on va mettre tous les atouts de notre côté et se préparer comme il se doit et d'essayer d'aborder ce match-là avec beaucoup de sérénité et d'humilité surtout, parce qu'il ne faudrait pas qu'on s'enflamme. On vient juste de franchir un cap, donc il reste encore au second tour. Et pour ça, je pense qu'il faudra rester calme, rester humble, rester serein et je pense essayer de mettre tous les atouts de notre côté comme on a eu à le préparer au premier tour. Et pour le second tour, le club sénégalais va affronter un club maghrébin. Tout comme Génération Foot, le Jaraaf de Dakar connaît son adversaire pour le prochain tour. Il s'agit du WAC de Casablanca. Les clubs sénégalais face aux équipes maghrébines, une mission qui sera difficile, surtout pour le club de la Médina, selon Demba Varor. Le journaliste sportif pense tout de même que Génération Foot peut faire un exploit. Écoutons-le au téléphone de Migui Maram Ndiaye. On connaît bien les clubs marocains. Les clubs maghrébins en Afrique sont souvent un cran au-dessus des clubs sénégalais parce qu'ils ont beaucoup plus d'infrastructures, ils sont beaucoup plus riches, ils sont beaucoup plus rompus aux tâches africaines parce que c'est des clubs qui ont l'habitude de jouer sur la scène africaine. Quand on regarde le Jaraaf n'était plus revenu en Afrique depuis 2014. Et le WAC, c'est le champion 2017, c'est un club vraiment un ogre africain en Ligue des Champions. Donc je pense que la montagne sera très très haute. Ce sera un exploit pour le Jaraaf de passer devant le WAC. Maintenant, la bonne nouvelle pour le Jaraaf, c'est que même en cas d'élimination, le Jaraaf sera versé en Coupe CAF. En ce qui concerne Génération Foot, on a vu que l'année passée, contre la RS Berkane, il en a fallu de peu pour que Génération Foot puisse passer, parce que Génération Foot a gagné le match aller ici à Dakar 3-1 avant de perdre au retour. Donc je pense que Génération Foot a les moyens d'aller titiller Hassania Agadir. Maintenant, comme je dis, en Afrique, Génération Foot commence à avoir l'habitude, parce que depuis 2015, Génération Foot a joué contre une équipe nigériane, a joué contre une équipe égyptienne, a joué contre le Oreya, a joué contre une équipe marocaine. Donc, commence à avoir l'expérience de la compétition africaine. Donc, c'est possible. Je rappelle donc que pour le second tour de la Coupe CAF et de la Ligue africaine des champions, le Jaraaf de la Médina et Génération Foot vont affronter les équipes maghrébines. Tournoi U20 IFOA B, le Sénégal est invité.
C'est un test de grande importance, Antoine, pour les Lionceaux en perspective de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. L'entraîneur Youssouf Dabo s'est déplacé avec un groupe de 20 joueurs et indique ne pas avoir apporté beaucoup de changements. Invité du tournoi après le désistement de la Côte d'Ivoire, le Sénégal jouera 5 matchs et jouera probablement la finale ou le match de classement puisque le tournoi compte 8 équipes. L'équipe du Sénégal jouera, Antoine, son premier match contre le Burkina Faso ce jeudi. Une délégation de l'Olympique lyonnais en visite à Dakar, à Sacré-Cœur. Une visite qui entre dans le cadre du renouvellement du partenariat entre l'Olympique lyonnais et le Dakar Sacré-Cœur. Ce renouvellement, Antoine, porte sur 3 volets. Un volet sportif, un volet développement de la marque de l'OL à l'international et un volet social dans le cadre des synergies entre la Fondation Olympique lyonnais et le club citoyen de Dakar Sacré-Cœur. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec Saïkou Seydi qui est sur place. Merci Aïssata pour cette page des sports. E-Radio, reportage. Le volontariat à l'honneur en cette journée du 5 décembre qui lui est dédiée. Nous sommes allés à la rencontre de jeunes Sénégalais pour savoir s'ils sont prêts à se lancer dans le volontariat. Ils ont pour la plupart répondu par la négative. Ce qui les intéresse, c'est bien gagner de l'argent. Un sujet réalisé par Khadija Tigui-Dankeba. Trouvé devant une entreprise sur la Védène, Ahmadou, la trentaine, est un jeune entrepreneur. Il affirme n'avoir jamais été volontaire et n'y songe même pas. Dans le contexte où nous évoluons actuellement, on a des besoins à remplir et il nous faut être indépendants financièrement. Donc de ce point de vue-là, on ne peut pas prétendre à faire du volontariat alors qu'à la fin du mois, on n'a pas assez de ressources pour prendre en charge qui que ce soit sa femme, ses enfants. Ousseynou Diop est du même avis. Pour lui, c'est pas envisageable. Je me réveille à 6h, je vais au travail, je reviens à 17h30. Je n'ai jamais eu le temps de travailler sans rémunération. Non, je n'ai jamais aussi songé à ça. Le temps, je le consacre entièrement pour gagner quelque chose, quoi. Cependant, d'autres semblent plus réalistes. Cheikh Tidiane Touré, vêtu d'un costume et cravate, il estime que le volontariat peut contribuer à développer un pays. Je l'ai fait depuis tant d'années, je le fais déjà. Je crois que je le ferai toute ma vie. Au-delà du fait que je travaille étant rémunéré, je consacre une partie de mon temps au service. Le domaine privilégié de service que j'ai choisi, c'est l'éducation des adolescents. Alors ça, pour moi, c'était mon projet de service. Et le seul domaine où je suis disposé aujourd'hui à travailler comme volontaire, ça ne peut être que dans l'éducation. Le statut de volontaire n'est pas très pratiqué au Sénégal, contrairement à l'étranger. Ici, bon nombre de jeunes sont plutôt obnubilés par le salaire à la fin du mois. C'est quoi le volontariat? L'état des lieux du volontariat au Sénégal avec Cheikh Diop. Les volontaires du monde entier apportent le soutien nécessaire aux populations face aux catastrophes naturelles et aux situations difficiles. Mais n'est pas volontaire qui veut, selon Sika Ahao Somba. Elle est chargée de portefeuille du Bureau régional d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Quand on se lève le matin et qu'on se brosse les dents, c'est un geste volontaire, mais ça ne veut pas dire qu'on est volontaire pour autant. Quelqu'un qui porte de l'aide, une assistance, il donne de son temps et de son expertise. Donc à ce moment, le gain financier n'est pas la raison principale de son action. Il veut juste aider autrui. Personne ne l'a forcé à apporter assistance et en plus, le geste bénéficie quelqu'un d'autre. Le Sénégal n'est pas en reste. Beaucoup de jeunes sont déjà engagés dans le volontariat. Véronique Zidi Aporegal est consciente des progrès effectués. Alors le volontariat au Sénégal est très vibrant. Il y a beaucoup de gens qui sont engagés, surtout les jeunes. Mais en termes du programme des volontaires des Nations Unies plus spécifiquement, à l'heure actuelle, nous avons plus de 60 volontaires. Donc on a des volontaires internationaux, c'est-à-dire des gens qui viennent de l'étranger et qui servent au Sénégal. Nous avons également des volontaires nationaux, donc c'est des volontaires sénégalais qui travaillent au Sénégal. Et dans les volontaires nationaux, nous avons des volontaires jeunes. Donc nous encourageons et nous faisons la promotion des volontaires jeunes sénégalais. Donc ce sont des gens qui ont entre 18 ans et 29 ans et qui ont une expérience universitaire, un diplôme universitaire et un peu d'expérience professionnelle. La représentante des Nations Unies invite les jeunes à adhérer à ce programme. Un programme qui offre beaucoup d'opportunités à ces jeunes, selon elle. Et donc nous faisons vraiment un appel à travers ce genre d'entretien pour essayer d'attirer l'attention des jeunes et des jeunes femmes pour essayer de s'inscrire au niveau du programme afin qu'on puisse leur donner des opportunités et de voir comment on peut les engager davantage au Sénégal même. Comme vous le savez, il y a beaucoup d'institutions qui promeuvent le volontariat au niveau des jeunes, au niveau des femmes, avec beaucoup d'associations. Il y a aussi beaucoup de bénévolat.
Pour cette année, la Journée internationale des volontaires est placée sous le thème « Les volontaires pour bâtir des communautés résilientes ». Elle célèbre le milliard de volontaires dans le monde. C'était donc le dossier d'e-radio sur le volontariat. GD16 vous offre la revue de presse. La presse du jour, c'est avec Ousmane Gueye. Adieu l'éternel combattant, au revoir le bâtisseur, les larmes de l'horreur, les derniers jours de Mollah sur terre. Ce matin, les confrères rivalisent encore de créativité pour rendre hommage à celui qui a consacré toute sa vie à défendre la liberté d'expression. Avec la disparition de Sidi Lamine Niasse, c'est un grand nom de la presse qui s'en va, témoigne le chef de l'État dans la tribune. Un brillant intellectuel, insiste Khalifa Ababakar Sall. Mais ce qu'il connaissait le mieux, c'est bien sûr les compagnons de galère de la première heure. Lorsque, pour passer à l'antenne, dire ce que l'on pense, critiquer la gestion des régimes, il fallait soit y réfléchir par deux fois, soit alors prendre son courage à deux mains au nom de l'impérieuse nécessité d'informer le public. À la page 9 de Enquête, ces mots de Babacar Touré, voici plus d'un quart de siècle que nous cheminons ensemble. Homme de Dieu, homme de mission, tu t'es trop tôt élevé contre tous les obstacles qui pouvaient se dresser sur le chemin de la recherche de la vérité. À côté des patriarches, les étudiants d'alors sortis fraîchement des écoles de formation et à qui Sidi Lamine Niasse avait bien voulu donner une chance. Parmi eux, Cheikh Mbacké Guissé de Libération. J'ai ruminé, nostalgique, cette horreur quand, étudiant au Centre d'études des sciences et techniques de l'information, j'ai débarqué à Sacré-Cœur au siège de Walfadjri. Ce fut mon premier contact avec une rédaction, écrit Cheikh Mbacké Guissé, qui se retrouve quelques jours plus tard dans le bureau du PDG de la maison. Bonne nouvelle, le garçon qui se débrouillait pour assurer ses frais de transport chaque matin venait de décrocher son premier emploi. La particularité de Sidi Lamine Niasse, c'était ce cumul de rôles qu'il assumait tout à la fois avec brio et ses concitoyens plus généralement le lui reconnaissaient. Arabisant, homme de lettres, juriste, enseignant, journaliste, manager, grand érudit de l'islam. La voix des sans-voix, pour prendre la une de l'As, avait pourtant promis de retrouver ses employés hier suite à son accident de la circulation, informe Source A. Un rendez-vous finalement manqué avec celui dont la classe religieuse, dans son unanimité, salue le dévouement total en Dieu et la générosité. Dans les Échos, ces propos de l'imam Alioune Badara Ndao de Kaolack. Il n'est pas vraiment parti tellement son œuvre est immense. Le jour où on m'a libéré, quand tout le monde est parti et que je suis resté avec lui, c'est une enveloppe de 2 millions CFA qu'il m'a remise en me disant qu'on m'avait fait du tort. Pourquoi donc partir la veille de mes 30 ans, s'interroge un des fils de Sidi Lamine Niasse. Tu laisseras un vide immense dans le cœur de tes enfants et de tout un peuple, écrit Cheikh Niasse sur Facebook, repris par Sud Quotidien. Atteint par le drame qui frappe tout le Sénégal, les confrères ont pu quand même faire place à quelques autres sujets dans leur livraison de ce mercredi. C'est le cas de la santé avec les mouvements d'humeur de l'Alliance des syndicats de la santé. À la page 3 de Source A, Abdoulaye Diouf Sarr se veut clair, la loi n'autorise quiconque de recevoir un salaire s'il ne travaille pas. Face aux parlementaires pour le vote du budget 2019, le ministre de la Santé s'est défendu d'avoir interrompu le dialogue avec les organisations syndicales. Ouvert donc, mais ferme sur ses positions, comme le constate Enquête, qui donne par ailleurs des échos du procès des médicaments frauduleux saisis à Touba Belel. Les deux mises en cause ont finalement été condamnées par le tribunal, rapportent les confrères. 7 ans pour Barasilla et 5 ans pour Amadou Ouri Diallo. En plus de cette peine carcérale, ils devront tous deux verser 200 millions CFA à l'ordre des pharmaciens du Sénégal, complète Sud Quotidien. En sport, l'ultimatum à Alioune Sarr par Alioune Sarr. Dans l'As, le président du CNG, qui vient d'être reconduit aux commandes, se donne 2 ans pour booster la lutte, ce qui donnera largement le temps à Boy Niang 2, promettant le djihad à l'acte 2. C'est à la une de Sunulamb. Je vais enflammer le combat, prêt à mourir pour atteindre mes objectifs. GD16 vous a offert la revue de presse. C'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les titres. Les derniers hommages de la presse sénégalaise à Sidi Lamine Niasse, le PDG du groupe Walfadjri, sera inhumé cet après-midi à Yoff, alors que Léona Niassène préparait son enterrement auprès de son père à Kaolack. Des talibés Niassène ne voulaient pas que leur guide repose à Dakar. Le porte-parole de la famille religieuse de Léona Niassène demeure convaincu que Sidi Lamine Niasse sera inhumé à Kaolack et non à Dakar. L'usine de dessalement de l'eau de mer des Mamelles, un danger, elle va détruire l'écosystème et faire baisser
la reproduction des espèces halieutiques et ce sont l'environnementaliste Mamadou Bassirou Diallo. Les députés portent la voix des impactés du TER et réclament leur indemnisation face au ministre des Transports routiers qui défend son budget à l'instant. Ils ont aussi demandé le renouvellement du parc automobile. Le volontariat n'attire pas beaucoup de jeunes qui pensent plus aux activités génératrices de revenus. La majorité de ceux que e-Radio a interrogés ne s'en cachent pas du tout. Ce 5 décembre est célébrée la journée du volontariat. Journal présenté par Antoine Diouf à la technique à l'Undiacé Insensec. Réalisation Mohamed Kandji. Merci à Kolo. 13h Khalifa Diakhaté pour la grande édition à Wolof. Salimto, 2h19 le journal de la présidentielle. Et puis Dialgati Hibar. Excellent après-midi à toutes et à tous. lam ya gumor taya